Voici des paysages volcaniques sous leur manteau de neige. Éteints ou endormis pour certains, ces édifices autrefois désertés à cause de leur pouvoir de destruction sont maintenant convoités. Convoités pour leur richesse géologique ou pour les activités que nous y faisons. Il ne faut seulement pas oublier ceux qui ont habité ces géants avant nous et continuent de le faire avec peine. Après leurs explosions, ces volcans ont pris vie d'une manière différente. Dans chacun de ces paysages se cache une vie unique. Les êtres qui vivent ici ont un lien étroit avec leur milieu. Ils ne pourraient pas vivre sans. On dit qu'ils y sont inféodés. Les volcans sont des milieux hostiles pour les animaux qui vivent ici. En période hivernale, ils ont beau y être adaptés, la moindre erreur leur serait fatale, ou la moindre perturbation. Et nous, dans tout cela, nous vivons pour explorer et découvrir ce monde qui fait frissonner. Certains y voient un simple terrain de jeu, d'autres un milieu d'apprentissage et de découverte. Ou parfois les deux à la fois. Mais ce n'est pas seulement ça. Vous voyez actuellement ce que nous voyons, car nous vivons pour capturer et partager ce monde qui fait frissonner.
que nous faisons là, la photographie animalière, c'est une facette très à part de la photographie. Il faut donc connaître son sujet, donc connaître la nature. Ça demande un travail d'expérience assez colossal et un travail d'acquisition de connaissances également. Il faut donc pas avoir la prétention de savoir, mais plutôt celle de ne jamais arrêter d'apprendre. C'est pourquoi la plupart des naturalistes se focalisent chacun sur leur taxon favori. L'ornithologue s'intéresse aux oiseaux, l'entomologue aux insectes, le botaniste au règne végétal. D'un point de vue plus technique, en termes de photographie, il faut savoir qu'en photographie animalière, on utilise principalement deux techniques, qui sont l'affût et la billboard. L'affût consiste à se positionner sur un point stratégique en portant un camouflage plutôt sophistiqué. La billboard, à l'opposé de l'affût, se pratique en marchant. C'est probablement la technique la plus pratiquée, mais dont le nom est le moins connu. Toutes deux se pratiquent en étant le plus discret possible, le but étant que l'animal se rapproche du photographe et pas l'inverse. Mais dans les faits, ce n'est pas toujours le cas. Une grande part de cette vie de photographe, si on oublie le traitement des images, se passe dehors. La randonnée, le repérage de sites, parfois exceptionnels ou parfois décevants, voilà ce que nous faisons. Allez, on passe tranquille. Ça va. C'est quand même dommage qu'on est genre en plein mois de janvier et que il fait pas froid, et même tu vois la vraie dernière épaisseur de neige doit être au moins à 2000 mètres d'altitude. Et là, je pense que les chameaux ils doivent nous observer de loin sur les crêtes, comme au mois d'octobre en fait, sauf comme on est au mois de janvier.
Vu que là, ils peuvent se permettre de monter un peu plus avec les températures qu'il y a. Quoi? Tout en haut? Ouais. Regarde, descends un tout petit peu, tu prends la neige, tu descends, et il y en a un. Tu le vois, en vrai, ça fait une forme un peu trapue. Et là, il s'est monté où? Non, je le vois pas. Voir, mais, Tu te vois encore là? et là-haut, rien du tout. Oui, bah j'étais à fond là, ça fait quand même très loin. On voit que c'est un chamois quoi. Ah ouais, mais sans la neige ça n'a rien à voir. On fait au moins 2 fois plus vite je pense. Et ça commence à devenir rose là-haut. C'est super agréable ce bruit de rivière qui coule. Je crois qu'on a un chamois là-haut qui nous regarde. Le point tout en haut de la crête là? Oh, il y en a un là-haut. Là, tu vois le petit vol là, en bas, je l'ai vu bouger. Ah ouais, effectivement. Et je crois qu'il n'y en a pas qu'un. Oh, il y en a plein. Oh, viens. Là, dans ce petit ballon là, donc il y a moyen de faire des beaux trucs. Donc si tu veux, on peut essayer de longer là, et on se cache derrière le talus, les avoir bien. 4, 5, 6, 7, là-haut, regarde là. Ouais. T'en as 7, 8. Ils jouent entre eux. Regarde, ils jouent. Ouais, c'est cool. C'est trop drôle. Vas-y, c'est le moment, viens. Oh, c'est du caillou. Oh. Tu l'as vu? Ouais. Ah la vache, le bruit que ça fait. Faudra faire gaffe ça aussi. Ah, d'un côté, ça nous rappelle les risques de la montagne. Parce qu'il y en a beaucoup. Oui, les risques. Je suis content, ils sont revenus chercher. Si, il est là encore. Il est presque en haut. Regarde, il est exactement Ah, c'est bon, ouais. ici. Il s'est bien baladé là. Ouais.
Tout cela en découvrant ou en redécouvrant des milieux, à travers un regard naturaliste, de plus en plus aiguisé et émerveillé. C'est ce qui donne vie à des marais d'aspect lugubre, c'est ce qui pousse à braver les flancs de montagne aux rudes conditions. Ça y est, il est là, le refuge. Ouais. Ouais, on va être très très bien là. Peu importe le nombre de fois que l'on vit ces expériences, c'est toujours chargé de nouveaux souvenirs inoubliables que nous repartons. La photographie immortalise ces moments de vie, mais il ne faut pas penser que l'on pourra revivre nos moments forts grâce à cette illusion. C'est une illusion qui nous permet de transmettre un message, celui d'aimer et de protéger. Les photographes animaliers aiment et protègent la nature. Ou plutôt, c'est le message qu'ils transmettent.
Si tout était si simple, toutes ces pratiques formeraient un équilibre entre les pratiques humaines et la vie qui nous entoure. Mais l'aspect éco-responsable de la photographie animalière ne répare pas tout. Nombreuses sont les pratiques humaines ayant des impacts plus négatifs que positifs sur le vivant. Il est aujourd'hui primordial que cela ne devienne pas le cas de la photographie animalière. Nous sommes ici en montagne, c'est dans ces milieux que le peu d'espèces ne supportant pas la présence humaine se réfugient. Les facteurs de pression anthropique sont de plus en plus nombreux sur ces milieux sensibles, et la photographie animalière fait indéniablement partie des facteurs de pression sur la faune et la flore. En particulier, lorsque les pratiquants privilégient le résultat qui fait une image sensationnelle à celui qui prend soin de son environnement. Le sensationnel est bien compatible avec la responsabilité de ne pas perturber. Tout est question de temps, d'apprentissage et surtout de passion pour la nature. Que devons-nous donc faire de la photographie naturaliste ? Capturer des instants de vie en milieu naturel, c'est aussi un grand facteur de sensibilisation et d'apprentissage, tant pour le photographe que pour les visionneurs. Grâce à la photographie, on apprend à aimer ce qui nous entoure, et en aimant, on protège. Et puis la photographie est source de toutes sortes de motivations. Cela motive une certaine passion pour la collection, et surtout pour les partages de moments offerts par la nature. De quoi produire de puissantes émotions. Et après tout, nous photographions pour vivre,
et pour partager nos frissons d'aventure et de découverte.